Au tribunal, ma petite sœur avait engagé son propre avocat pour prouver que j'étais ruinée. Mes parents ont déclaré m'avoir donné toutes les chances possibles. Maman a éclaté en sanglots. Papa a hoché la tête en signe d'accord. Mon avocate est restée parfaitement calme jusqu'à ce que le juge Morel fasse une pause et déclare « J'ai examiné les dossiers fiscaux et patrimoniaux. » Quelqu'un dans cette salle me ment effrontément en plein visage. Nous vous avons donné toutes les chances et vous avez tout gâché. Ma mère, Catherine Dubois, sanglotait théâtralement, tamponnant ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir de créateur, tandis que toute la salle du tribunal de commerce de Grenoble observait en silence. Mon père, Bernard Dubois, était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée dans une déception calculée, hochant gravement la tête alors que leur avocat étalait les documents, prétendant que je devais 2 millions d'euros à ma petite sœur. Je m'appelle Juliette Mercier, fondatrice et PDG de Sommetech Solutions. Aujourd'hui, j'étais assise à la table de la défense dans un tailleur gris simple mais coûteux, à côté de mon avocate, maître Élise Faure, qui restait totalement imperturbable même alors que la partie adverse jouait sa comédie. L'avocat engagé par ma sœur s'est levé, la voix pleine d'assurance, affirmant que mon entreprise était au bord de l'effondrement, incapable de rembourser le gros investissement qu'elle avait fait des années plus tôt au nom de la famille en vertu d'un accord interne autorisé par nos parents, et que le tribunal devait intervenir pour la protéger en tant que créancière. Tout le monde dans la salle s'est penché en avant. Ma sœur s'est redressée, un léger sourire victorieux jouant sur son jeune visage. Puis le juge Morel a soudainement arrêté de lire la requête. Il a enlevé ses lunettes, a scanné plus attentivement les dossiers d'actifs et fiscaux nouvellement soumis, et a levé les yeux. Sa voix a porté clairement dans le tribunal silencieux, « J'ai examiné les dossiers. » Quelqu'un dans cette salle me ment. Le sourire confiant de ma sœur s'est évanoui instantanément. Les larmes de maman se sont arrêtées comme sur commande. Papa s'est figé. Je suis restée assise tranquillement, attendant le moment pour lequel je m'étais préparée depuis 10 ans. Avez-vous déjà eu un membre proche de la famille qui a minimisé ou même essayé de saper le succès pour lequel vous avez travaillé si dur? Racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et j'adorerais savoir comment vous avez géré la situation. Aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car cette histoire ne fait que commencer. Je me tenais silencieusement dans la salle d'audience, attendant ce moment préparé depuis 10 longues années. Les racines de cet affrontement remontaient à notre maison familiale près de Grenoble, où les Dubois s'étaient fait un nom dans l'immobilier et le développement des ressources en montagne. Mon père, Bernard Dubois, possédait l'une des plus grandes entreprises de la région Rhône-Alpes, traitant l'acquisition de terrains, les droits d'exploitation et les projets de villégiature haut de gamme à travers le massif de Belledonne et les Alpes. Il avait commencé petit après ses études, mais s'était développé de manière agressive, transformant les relations familiales en contrats de plusieurs millions d'euros qui façonnaient les stations de ski et protégeaient les panoramas. Mère, Catherine Dubois, se concentrait sur le statut social, président des conseils de charité, organisant des galas aux clubs privés et s'assurant que notre nom apparaissait dans les pages mondaines locales. Dès le début, ma petite sœur, Chloé, était la préférée. En tant que bébé de la famille née 8 ans après moi, elle recevait une attention que je n'ai jamais eue. Papa l'emmenait souvent à des réunions avec des partenaires même lorsqu'elle était encore au lycée. Je me souviens d'un été où elle avait 16 ans. Il l'a emmenée à un déjeuner de négociation dans une brasserie chic du centre-ville, la présentant comme l'avenir des entreprises du bois, tandis que les cadres gloussaient d'approbation. Elle a l'instinct, disait-il en lui tapotant la main. Elle ira plus loin que je ne l'ai jamais fait. Il lui achetait tout ce dont elle avait besoin pour se préparer, des tuteurs privés pour les cours de commerce, une petite voiture de luxe neuve pour ses 18 ans, des stages dans l'entreprise où elle le suivait directement. Les partenaires la connaissaient par son prénom, et papa s'assurait qu'elle assiste aux sessions stratégiques, apprenant à lire les tendances du marché pour les propriétés de montagne. Ce n'était pas subtil. Il voyait en Chloé le mélange parfait de charme et d'ambition pour faire avancer l'entreprise familiale traditionnelle sans faire de vagues. J'avais pris un chemin différent. Après ma licence, je me suis inscrite en droit à l'université Grenoble-Alpes, pensant que cela s'alignerait avec le monde des contrats et des transactions foncières de papa. Mais au cours de ma 2e année, je suis devenue obsédée par la technologie durable, plus précisément les logiciels capables de surveiller et de protéger les ressources montagnardes en temps réel, prévenant la surutilisation tout en soutenant le développement.
Je passais mes nuits à rechercher des modèles d'IA pour suivre la fonte du manteau neigeux, l'érosion des sols et les corridors phoniques. Le potentiel semblait énorme, des outils qui pourraient aider des agences nationales comme l'ONF, Office national des forêts, à prendre de meilleures décisions. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai élaboré un plan d'affaires complet pour Sommet Solutions et les présenter à papa dans son bureau d'angle surplombant la ville. La pièce sentait le cuir et le bois ciré, des trophées d'affaires conclus alignés sur les étagères. J'ai exposé les projections, le manque sur le marché pour une surveillance précise des ressources en terrains accidentés et comment cela pourrait s'associer aux contrats gouvernementaux. Il a feuilleté les pages, riant à moitié. C'est un joli passe-temps, Juliette, mais c'est une utopie. Cette technologie, ce n'est pas stable. Reste sur ce qu'on connaît. De vrais terrains, de vrais actifs. Il s'est adossé, faisant un geste englobant le bureau. Viens travailler ici correctement. Soutiens Chloé. C'est elle qui héritera du cœur de métier. Tu peux gérer le juridique pour nous. Gardons les choses en famille. J'ai insisté, expliquant la demande des réglementations environnementales et de la gestion des terres publiques. Il y a vraiment de l'argent dans les solutions durables, papa. Ce n'est pas juste une expérience. Il a secoué la tête, son sourire s'effaçant pour laisser place à ce regard sévère familier. Tu gâches un avenir solide pour des bêtises informatiques. Chloé comprend l'héritage. Aide-la à le construire au lieu de courir après des fantasmes qui te laisseront ruiner. L'argumentation a escaladé. Mère s'est jointe à lui, prenant son parti comme toujours, s'inquiétant à voix haute des apparences. Que penseront les gens si notre fille abandonne tout pour une start-up ? Chloé, rentrée de l'école de commerce ce week-end-là, écoutait tranquillement, mais avec une lueur satisfaite, sachant que sa position était assurée. Je suis restée ferme. Je ne reviendrai pas pour jouer les seconds violons. Je ferai ça toute seule. Les derniers mots de papa furent froids. Très bien. Mais quand ça échouera, et ça échouera, tu reviendras en rampant. Et alors tu prendras n'importe quel rôle que Chloé t'offrira. Je suis sortie de ce bureau, de la maison, et je n'ai plus jamais demandé leur approbation ni un centime. La porte s'est refermée derrière moi avec une finalité qui a résonné à travers les années à venir. J'ai tout emballé dans ma vieille Renault et j'ai conduit vers les contreforts des Alpes, louant un minuscule studio dans un complexe calme près de Champs-Rousses. L'endroit était basique, murs fins, cuisine démodée et une vue sur les montagnes qui me rappelait pourquoi je faisais cela. Le loyer prenait la moitié de mes économies le premier mois, mais l'emplacement me donnait un accès constant au terrain que je voulais protéger et surveiller. Ces premiers jours se sont brouillés en séances de travail interminables. J'ai appris à coder par moi-même, en commençant par des tutoriels en ligne sur Python et les bibliothèques géospatiales. Les nuits étaient passées à éplucher les réglementations françaises, les directives de l'ONF, les études d'impact environnemental et les politiques d'utilisation des terres publiques. J'ai imprimé des piles de documents, surligné des sections sur les exigences en matière de données pour la surveillance des ressources, et construit des tableurs modélisant les modèles de fonte des neiges à partir de capteurs de Météo France accessibles au public. L'argent a vite manqué. J'ai pris des missions en freelance pour rédiger des rapports basiques pour de petites associations environnementales juste pour payer les courses et les factures Internet. Le café est devenu mon carburant. Le sommeil était secondaire. Le ventilateur de l'ordinateur portable ronronnait constamment alors que je développais le premier prototype, une application qui tirait des images satellites et des données de capteurs au sol pour prédire les risques d'érosion sur les pistes de ski et les sentiers publics. Ce prototype était mon espoir de percer. Je l'ai présenté à un partenaire potentiel rencontré via un forum de fondateurs en ligne, un type qui prétendait avoir des relations avec des investisseurs de l'industrie du plein air. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Lyon, et il semblait enthousiaste, proposant de co-développer et de me présenter à des sources de financement. J'ai partagé le référentiel de code complet et les conceptions détaillées, faisant confiance à l'accord verbal. Des semaines plus tard, silence radio. Puis j'ai vu mon interface exacte et mes algorithmes lancés sous le nom de sa nouvelle entreprise lors d'une conférence technologique régionale. Il avait tout pris, déposé un brevet provisoire utilisant mon travail et m'avait complètement évincé. Mes 15 000 € étaient presque partis à ce moment-là,
et ce vol ne me laissait rien d'autre que des captures d'écran et des emails qui ne prouvaient rien juridiquement. Je n'ai pas abandonné. J'ai réécrit le cœur du système de mémoire, en l'améliorant, en ajoutant des couches d'apprentissage automatique pour prévoir le ruissellement de l'eau plus précisément. Des mois d'isolement ont suivi, testant des algorithmes contre des rapports historiques de l'ONF sur les risques d'inondation dans l'arrière-pays alpin. Je survivais grâce à des repas instantanés et à la détermination, postulant pour de petites bourses destinées aux femmes dans les sciences, bien que la plupart aient été rejetées par manque de preuves de réussite. Le deuxième revers majeur a frappé plus fort. À ce moment-là, j'avais embauché un entrepreneur à temps partiel et obtenu une proposition de projet pilote avec le bureau régional de l'ONF en Isère. Le plan était de déployer des capteurs sur une section test de terre publique près des Deux Alpes, alimentant ma plateforme en données en temps réel pour une meilleure prévision des avalanches. J'ai versé toutes les ressources restantes dans les tests sur le terrain, conduisant dans l'école lors de tempêtes hivernales pour installer des prototypes, calibrant par rapport aux stations météorologiques officielles. Le rejet est venu dans une lettre formelle, données d'essai sur site insuffisantes sur plusieurs saisons, pas de vérification indépendante de la précision dans des conditions de montagne variables. Il louait le concept, mais le jugeait trop précoce pour un partenariat public. Du jour au lendemain, l'entrepreneur est parti pour un emploi stable. Les investisseurs que j'avais alignés se sont retirés et les factures se sont accumulées. Mon compte en banque est passé sous la barre des 1 000 €. Pour la première fois, je me suis assise dans ce petit appartement en regardant les avis d'expulsion, me demandant si papa avait eu raison. Cette année-là, maman envoyait encore l'invitation annuelle pour Noël, la tradition, disait-elle. Je suis descendue à la maison familiale une dernière fois. La table était dressée de manière élaborée, la dinde trônait, tout le monde sur son 31. La conversation est restée légère jusqu'à ce que Chloé, alors rentrée de l'université, se tourne vers moi avec ce ton confiant qu'elle maîtrisait déjà. Alors, comment va le petit projet technologique ? Papa dit que ces startups s'écrasent généralement dans les premières années. Les mots ont atterri exactement comme prévu. J'ai regardé autour de la table, aucune défense, juste une attente polie de ma réponse. Quelque chose s'est brisé silencieusement à l'intérieur. J'ai fini le repas en silence, je les ai remerciés et je suis partie avant le dessert. Sur le trajet du retour vers les montagnes, j'ai pris la décision, plus de contacts, plus d'énergie dépensée à me justifier. À partir de cette nuit-là, j'ai tout mis dans Sommetech. Pas de nouvelles à la famille, pas de visite pour les fêtes, pas d'explication. L'isolement a aiguisé ma concentration comme rien d'autre ne le pouvait. L'entreprise est devenue ma seule priorité, affinant les algorithmes, rassemblant des ensembles de données indépendants, me préparant pour le jour où la technologie serait indéniable par elle-même. Le tournant est venu discrètement. Un petit contrat avec la direction départementale des territoires pour surveiller les changements d'habitat le long de la rivière Isère. Ce n'était pas glamour, juste assez de revenus pour embaucher mon premier développeur à temps plein et louer un bureau modeste au centre-ville. Nous avons affiné la plateforme, intégrant des données LIDAR plus précises pour la modélisation de l'élévation et nous associant aux universités locales pour des études de validation sur la santé des bassins versants. Le bruit s'est répandu dans les cercles des agences d'État. Bientôt, nous avons obtenu des pilotes pour suivre l'impact récréatif sur les terres publiques près d'Annecy et de Chamonix. Ces projets ont prouvé la fiabilité du système, alerte en temps réel sur l'érosion des sentiers, changement de qualité de l'eau due au ruissellement et activités hors piste illégales détectées via des recoupements satellites. Les revenus ont augmenté régulièrement, nous permettant d'agrandir l'équipe à 8 personnes et de mettre à niveau les serveurs. Je me suis mariée avec Antoine pendant cette phase, une cérémonie calme à Megève avec seulement des collègues proches présents. À partir de là, j'ai utilisé le nom Mercier professionnellement pour tous les communiqués de presse, panels de conférences et soumissions de prix. Il ne s'agissait pas de me cacher du monde, mais simplement de créer une séparation claire avec le nom du bois qui pesait encore lourd dans les réseaux immobiliers traditionnels. Les interviews dans les journaux technologiques locaux me désignaient comme Juliette Mercier, PDG de Sommetech Solutions, et personne ne faisait le lien avec la famille que j'avais laissée derrière moi. La grande percée est arrivée après des révisions incessantes de propositions et des démonstrations lors d'ateliers nationaux à Lyon.
Sometech a remporté un contrat pluriannuel de 100 millions d'euros avec l'ONF pour déployer notre système de surveillance IA dans les zones de ressources montagneuses à l'échelle nationale, des Alpes aux Pyrénées et au-delà. La portée était massive, installation de réseaux de capteurs, intégration aux bases de données gouvernementales existantes et fourniture de tableaux de bord pour les décideurs surtout, des permis de pâturage à l'atténuation des risques d'incendie de forêt. La couverture médiatique a suivi rapidement. Un article de fond dans un magazine économique régional soulignait comment une start-up basée à Grenoble révolutionnait la gestion des terres publiques. Les médias nationaux ont repris l'histoire, louant l'utilisation innovante de l'apprentissage automatique pour la conservation sans restreindre l'accès. J'ai pris la parole lors d'événements de l'industrie sous mon nom d'épouse, accepté des prix sur scène en tant que Juliette Mercier, et regardé la valorisation de l'entreprise grimper. À l'autre bout de la ville, dans la maison familiale du Bois, Chloé a entendu papa mentionner un nouveau partenaire nommé Mercier lors d'un dîner concernant des transactions foncières concurrentes. Il se plaignait que certains projets fédéraux exigeaient désormais une surveillance environnementale avancée de la part de fournisseurs comme cette firme Mercier, compliquant ses délais de développement traditionnels. Chloé a noté le nom nonchalamment au début. Plus tard, seule dans sa chambre, elle a fouillé les bases de données de contrats publics par curiosité, chose qu'elle faisait souvent pour garder une longueur d'avance sur les tendances de l'industrie pour l'entreprise familiale. L'annonce du contrat de l'ONF est apparue immédiatement. Sometech Solutions, dirigée par la PDG Juliette Mercier. Recouper les documents fondateurs de l'entreprise et les vieilles coupures de presse n'a pris que quelques minutes. La réalisation a frappé fort. C'était le travail de sa sœur, construit à partir de rien pour devenir un entrepreneur de l'État éclipsant leurs opérations héritées. Le choc s'est transformé en ressentiment au fil des semaines. Chloé voyait les gros titres célébrant la femme innovante qui remodelait la gestion des ressources. Alors que son propre rôle restait lié au modèle vieillissant de vente et de beau foncier de papa, sa position d'héritière semblait soudain vulnérable. Les partenaires commençaient à interroger papa sur l'adoption de solutions technologiques similaires pour rester compétitifs. Elle a commencé à semer le doute lors des dîners de famille, suggérant que le succès était temporaire, que les contrats publics étaient fragiles et souvent surcotés. Maman écoutait avec compassion. Papa grommelait contre la perturbation des nouveaux arrivants. Chloé a proposé une solution présentée comme une inquiétude, il pourrait sauver la situation en forçant la responsabilité sur un vieil investissement interne. Elle leur a rappelé les 2 millions d'euros qu'ils avaient transférés via son compte des années plus tôt, destinés à un soutien familial acheminé discrètement. Bien que jamais formellement investi, elle a soutenu que cela pouvait être positionné comme un prêt impayé maintenant que l'entreprise semblait solvable. Les convaincre a pris du temps, mais pas beaucoup d'efforts. Le récit correspondait à leur vision de longue date, une intervention était nécessaire pour me sauver d'un effondrement éventuel et préserver la réputation de la famille. Chloé s'est chargée de trouver un avocat prêt à déposer une plainte sur la base de cette dette alléguée, rassemblant des dossiers fabriqués pour soutenir l'accusation de défaut de paiement. Le plan était de demander la protection contre la faillite au nom du créancier, déclenchant un examen minutieux qui retarderait ou ferait dérailler le déploiement de l'ONF avant que quiconque ne réalise la véritable échelle de la stabilité de Sometech. Une épaisse enveloppe du tribunal est arrivée au bureau un matin, marquée urgent. Je l'ai ouverte à mon bureau en m'attendant à de la paperasse de conformité de routine. Au lieu de cela, c'était une requête en liquidation judiciaire déposée contre Sometech Solutions, affirmant que l'entreprise était insolvable et devait 2 millions d'euros à un créancier qui avait investi tôt et n'avait jamais été remboursé. Le créancier listé, Chloé Dubois. Mon estomac s'est noué. J'ai lu le nom 2 fois, puis scanné les documents joints, accord de prêt daté d'années en arrière, signature qui ressemblait vaguement aux miennes, état financier montrant des pertes massives qui ne ressemblaient en rien à la réalité. Cela alléguait un investissement familial acheminé via le compte de Chloé pour des raisons fiscales, maintenant en défaut. Le choc a frappé d'abord, puis une vague d'incrédulité. Chloé, ma propre sœur, était allée aussi loin. J'avais tout construit sans un centime de leur part. Pourtant, voici une réclamation fabriquée conçue pour forcer la surveillance du tribunal et arrêter les opérations. J'ai appelé Maître Élise Faure immédiatement. Elle gérait notre conformité contractuelle depuis le début et connaissait chaque détail des finances de l'entreprise. J'ai scanné et envoyé le dossier tout en restant en ligne.
La voix d'Élise est restée professionnelle mais teintée d'inquiétude alors qu'elle examinait. C'est une fraude flagrante, Juliette. Signatures falsifiées, comptes inventés, chronologies qui ne correspondent à aucune transaction réelle. Nous pouvons démonter cela avec des états audités et des relevés bancaires seuls. Elle a fait une pause. Mais voici le risque. La requête elle-même crée des complications. Même si elle est rejetée rapidement, le dépôt devient public. Cela pourrait déclencher des examens de la part des partenaires de l'ONF, retarder les versements de fonds ou effrayer les investisseurs privés. Et si le juge assigné a des liens locaux avec des familles établies comme la vôtre, il pourrait faire traîner les choses pour les apparences. Son avertissement a fait son chemin. La communauté d'affaires de Grenoble était soudée. Les réseaux de vieux argent chevauchaient les nominations judiciaires. Une affaire prolongée pourrait bloquer notre déploiement national au pire moment possible. Je suis rentré tôt ce jour-là, l'esprit en ébullition. Antoine était dans la cuisine quand je suis entré, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je lui ai tendu les papiers sans un mot. Il a lu en silence, le visage se durcissant à chaque page. C'est de la folie, a-t-il dit finalement. Ta propre sœur. Après tout ce que tu as construit indépendamment. Nous sommes restés assis à table tard dans la soirée à en parler. La trahison piquait le plus profondément, Chloé se positionnant comme la partie lésée, utilisant l'histoire familiale comme une arme. Antoine s'inquiétait à voix haute des retombées pratiques, déploiement de capteurs prévus dans 3 départements, nouvelles embauches en cours, étape de subvention due. Tout gel des paiements pourrait forcer des licenciements ou des délais manqués, endommageant la crédibilité que nous avions mis des années à gagner. Nous avons convenu d'une défense agressive. Au cours des jours suivants, Élise a coordonné un dossier de réponse complet. Des états financiers audités par un grand cabinet montraient des réserves saines et une croissance des revenus. Des experts en écriture ont comparé les signatures de la requête avec des douzaines de mes échantillons connus, concluant à l'absence de correspondance. Les relevés bancaires de chaque compte, personnel et professionnel, prouvaient 0 transfert correspondant au montant ou au timing réclamé. Antoine a aidé à organiser les chronologies, tirant de vieux emails et déclarations fiscales pour établir que je n'avais jamais accepté de fonds familiaux après mon départ. Nous avons même préparé des attestations des premiers membres de l'équipe confirmant les origines de l'autofinancement. La date du tribunal approchait. Le matin de l'audience, je suis arrivé au palais de justice du centre-ville avec des boîtes de preuves. Élise marchait à côté de moi, calme et préparée. De l'autre côté de l'allée, ma famille est entrée comme une unité coordonnée. Chloé menait, habillée avec élégance, dirigeant son avocat avec des instructions calmes et des hochements de tête confiants. Mère portait des couleurs sombres, une expression soigneusement arrangée en déception douloureuse. Père se tenait droit, projetant l'image d'un patriarche forcé de nettoyer les dégâts d'un enfant égaré. La séance a commencé. L'avocat de Chloé s'est levé théâtralement, peignant un tableau de mauvaise gestion irresponsable et d'un prêt familial interne impayé mettant maintenant en péril les droits d'un créancier. Il a fait référence au soutien généreux acheminé pour des objectifs commerciaux légitimes, maintenant ignorés malgré des demandes répétées. Je regardais leur performance, le pouls régulier, mais la colère bouillonnant en dessous. Élise restait composée, attendant son tour. La salle d'audience se remplissait régulièrement, le bourdonnement bas des voix se mélangeant au froissement des papiers. J'ai pris ma place, Antoine à mes côtés, sa main reposant légèrement sur la mienne. En face, Chloé est entrée la première, son avocat juste derrière. Elle portait un blazer sur mesure et se comportait avec la même confiance tranquille qu'elle avait montrée lors des dîners de famille. Mère suivait, tamponnant ses yeux avec un mouchoir avant même de s'asseoir. Père arrivait en dernier, posture rigide. L'huissier a appelé la séance à l'ordre. Le juge Morel est entré, a salué tout le monde et a pris place. L'avocat de Chloé s'est levé immédiatement. Votre honneur, la requérante, Chloé Dubois, demande la liquidation judiciaire immédiate de Sommetech Solutions. L'entreprise est insolvable et n'a pas remboursé un prêt de 2 millions d'euros avancé il y a des années via un arrangement familial interne. Il a geste vers une pile de documents. Nous avons des accords de prêt, des billets à ordre et de la correspondance montrant que la dette a été reconnue mais jamais remboursée. Le récent contrat public de l'entreprise ne change pas sa détresse financière sous-jacente.
Mère a laissé échapper un petit sanglot à la mention de la détresse financière. Père a fait un lent et solennel hochement de tête. Chloé gardait son regard vers l'avant. Élise est restée assise, expression neutre. Quand l'avocat s'est assis, le juge Morel s'est penché en avant. Conseil pour la défense ? Élise s'est levée avec fluidité. Votre honneur, nous avons déposé une réponse complète et une demande de rejet avec renvoi. Avant de procéder, je demande au tribunal d'examiner les dossiers fiscaux et patrimoniaux supplémentaires soumis hier soir. Le juge Morel a fait signe au greffier. Quelques minutes ont passé pendant qu'il feuilletait les nouvelles pages. La salle est devenue plus calme alors qu'il lisait. Puis il s'est arrêté, a enlevé ses lunettes et a regardé directement la table de Chloé. J'ai examiné les dossiers. Quelqu'un dans cette salle me ment effrontément. Les épaules de Chloé se sont raidies. Le mouchoir de maman s'est figé en l'air. La mâchoire de papa s'est serrée. Élise s'est avancée. Votre honneur, nous avons 3 pièces principales de preuve qui démontrent que la requête est frauduleuse. Elle a projeté la première pièce sur l'écran. Les signatures sur les prétendus documents de prêt ne correspondent à aucun échantillon connu de l'écriture de Juliette Mercier. L'analyse forensique montre des divergences claires. Chaque signature est falsifiée. Diapositive suivante. La date d'investissement revendiquée tombe pendant la 2e année d'université de mademoiselle Chloé Dubois. Les relevés bancaires de cette période ne montrent aucun gros transfert sortant de ses comptes, ni aucun dépôt correspondant dans l'entreprise. Dernière diapositive. Le numéro de compte listé comme recevant les fonds n'a jamais existé dans aucun dossier bancaire associé à Sommetech ou à la famille Dubois. Il semble avoir été inventé pour ce dépôt. Antoine m'a serré la main. Le visage de Chloé s'est vidé de sa couleur. L'inclinaison confiante de son menton a disparu. Les sanglots de maman se sont arrêtés brusquement. Papa fixait droit devant, le teint pâle. Le juge Morel a posé les documents. Maître Fort, avez-vous autre chose ? Élise a secoué la tête. C'est l'essentiel, votre honneur. La requête ne contient aucune dette légitime, aucun investissement réel et aucune base pour une faillite. Nous demandons au tribunal de rejeter la demande et de référer l'affaire au procureur de la République pour enquête sur fraude à la faillite et tentative d'interférence avec un contrat d'État. Le juge Morel a regardé la salle, puis a fixé son regard sur la table de Chloé. Le tribunal conclut que la requête manque de fondement et est basée sur des preuves fabriquées. L'affaire est rejetée. Le greffier est prié de transmettre tous les documents au bureau du procureur pour action appropriée. Ce tribunal ne tolérera pas les tentatives d'utiliser abusivement les procédures de faillite pour interférer avec un contrat public ou pour perpétrer une fraude. Le marteau est tombé sèchement. Chloé était assise figée, les yeux écarquillés. Mère fixait le sol. Les mains de père agrippaient le bord de la table, les jointures blanches. Élise s'est tournée vers moi avec un petit hochement de tête soulagé. Antoine a expiré, sa prise sur ma main se desserrant pour la première fois de la matinée. J'ai senti le poids des 10 dernières années se lever légèrement, bien que la colère brûlât encore en dessous. La salle d'audience a commencé à se vider, mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Les enquêteurs ont agi rapidement une fois le renvoi arrivé sur leur bureau. Les agents ont interrogé l'avocat de Chloé, exposant d'abord les preuves de fraude et le potentiel de radiation s'il ne coopérait pas. Faisant face à de graves conséquences, il a remis des emails, des brouillons de documents et des enregistrements de réunions où Chloé avait esquissé le plan en détail, le présentant comme nécessaire pour protéger les intérêts familiaux. L'image complète a émergé. Chloé avait tout orchestré, de la fabrication des vieux papiers de prêt au coaching de mère et père sur leur rôle au tribunal. Les procureurs ont monté un dossier solide pour fraude, parjure et tentative d'entrave. Les options de Chloé se sont réduites rapidement. Son avocat a négocié une procédure de plaider coupable pour éviter un procès public et une peine plus lourde. Elle a accepté une peine avec sursis, un casier judiciaire permanent qui la suivrait à vie, des amendes substantielles qui ont vidé ses économies personnelles et des ordonnances de restitution. Le plus cinglant pour elle, père a formellement révisé ses plans successoraux et les documents de succession de l'entreprise, la retirant de tout rôle exécutif ou héritage significatif lié à l'entreprise.
Le statut d'enfant prodige s'est évaporé du jour au lendemain. Les retombées se sont étendues à l'entreprise familiale. La nouvelle du scandale a voyagé à travers les cercles immobiliers serrés de la région. De gros clients et promoteurs avec des projets en cours ont demandé des audits de leur partenariat. Plusieurs se sont retirés hautement, citant le risque de réputation. Les banques ont resserré les lignes de crédit après avoir lu les rapports de presse. Père a passé des mois à essayer de stabiliser les opérations, mais la trésorerie a souffert alors que les affaires stagnaient. Au cours de l'année suivante, plus de partenaires ont pris leur distance. Une coentreprise clé à Courchevel s'est effondrée lorsque l'autre partie a invoqué une clause de moralité. Les revenus ont chuté brutalement. Père a vieilli visiblement, travaillant de plus longues heures pour sauver des relations qui avaient pris des décennies à construire. Finalement, sans voie de récupération viable, il a accepté une offre d'un plus grand concurrent régional et a vendu l'entreprise pour une fraction de son ancienne valorisation. Le nom du bois a perdu sa domination dans le développement montagnard. Mère a envoyé une lettre environ 8 mois après le plaidoyer. Elle est arrivée manuscrite sur du papier à en-tête lourd, 12 pages justifiant leurs actions. Elle écrivait sur son inquiétude pour mon bien-être, la peur que le monde de la tech ne me ruine et comment Chloé les avait convaincus que l'intervention était le seul moyen de me ramener à la maison. Des phrases comme « Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux » et « La famille devrait rester soudée dans les moments difficiles » remplissaient les pages. Aucune excuse directe, juste le regret que les choses aient escaladé. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise de côté sans répondre. La confrontation finale a eu lieu dans le couloir du tribunal juste après la confirmation de la peine. Ma famille s'attardait près d'un banc, parlant à voix basse. Chloé semblait plus petite, les yeux baissés. Mère serrait des mouchoirs. Père se tenait les épaules affaissées. Je me suis approchée avec Antoine à mes côtés. Ils se sont tournés alors que je m'arrêtais à quelques mètres. Monsieur Dubois, Madame Dubois, Chloé. Les noms formels ont flotté dans l'air. Mère a tressailli. Père a croisé mon regard brièvement avant de regarder ailleurs. Je suppose que vous comprenez le rôle que vous avez chacun joué là-dedans, ai-je dit uniformément. La fraude, les mensonges, la tentative de détruire ce que j'ai construit. Père a commencé, Juliette, c'était surtout. Je l'ai coupé. Non. Chloé l'a dirigé, mais vous l'avez soutenu. Vous avez choisi de croire que j'échouerais plutôt que d'admettre que vous aviez tort. Mère a chuchoté, nous pensions te protéger. La protection n'implique pas de faux documents devant un tribunal fédéral. J'ai gardé ma voix stable. Les conséquences auxquelles vous faites face maintenant sont les vôtres seules. Chloé a finalement parlé, d'une petite voix. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, mais c'est arrivé. Et j'ai fini. Je me suis tournée pour partir, puis j'ai fait une pause. Ne me contactez plus. Ne contactez pas Antoine ou quiconque lié à Sommetech. Nous ne sommes plus une famille de quelque manière que ce soit. Personne n'a suivi alors que nous nous éloignions. Ce couloir a marqué la fin absolue. Plus d'invitations, plus de lettres, plus de faux-semblants. Nous nous sommes développés régulièrement après que le chaos du tribunal se soit estompé. De nouveaux bureaux ont ouvert à Lyon et Genève pour soutenir les équipes de terrain déployant des capteurs à travers des terres plus larges. L'effectif a dépassé les 200 ingénieurs, scientifiques des données et experts en politique, tous attirés par la mission d'équilibrer la conservation avec un accès responsable. Les contrats de suivi avec l'ONF et d'autres agences ont afflué, totalisant des milliards sur des termes pluriannuels. Antoine et moi avons conçu notre maison nous-mêmes, un chalet moderne niché dans les collines au-dessus de Megève avec de grandes baies vitrées encadrant les pics. Nous avons emménagé juste avant l'arrivée de Léa, une petite fille en bonne santé aux cheveux bruns et aux yeux curieux. La vie s'est installée dans un rythme de réunions du conseil, de dîners en famille et de soirées tranquilles, regardant les couchers de soleil depuis la terrasse. Je tenais souvent Léa dans sa chambre au crépuscule, la berçant doucement. La pièce sentait la lotion pour bébé et le linge frais, une lumière douce filtrant à travers les voilages. Un soir, alors qu'elle agrippait mon doigt avec une force surprenante, je lui ai chuchoté des histoires, pas des contes de fées, mais des vérités sur la poursuite de ce qui compte. Tu essaieras des choses qui te feront peur, lui ai-je dit doucement.
Et certaines personnes pourraient dire que c'est impossible ou imprudent, mais ceux qui comptent t'applaudiront chaque étape, même les faux pas, elle a gazouillé, les yeux mi-clos. J'ai pensé aux célébrations d'équipe après chaque contrat, quand les nuits tardives se transformaient en rire autour d'une pizza, aux collègues envoyant des SMS de félicitations à des heures bizarres parce qu'ils s'en souciaient vraiment. C'étaient les gens dont j'avais choisi de nous entourer. Aucune nouvelle n'est jamais venue des Dubois. Pas de cartes, pas d'appels, pas de tentative de réconciliation. Le silence était complet et je l'ai accueilli. Léa ne connaîtrait jamais le poids de l'approbation conditionnelle ou la piqûre du favoritisme. Son monde serait rempli d'encouragement à explorer, échouer et essayer à nouveau, soutenu par un appui inébranlable. Je l'ai placé dans le berceau, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser. Cet enfant grandirait en croyant que ses idées avaient de la valeur simplement parce qu'elles étaient les siennes. Elle apprendrait que la vraie famille célèbre les victoires sans jalousie et reste ferme à travers les revers. C'est l'héritage que j'ai construit, non pas à partir de vieil argent ou de positions héritées, mais de persévérance et de la liberté de choisir qui appartient à votre vie. Le succès n'est pas seulement des contrats ou des gros titres. C'est créer un environnement où la prochaine génération commence plus fort que vous ne l'avez jamais fait. Ils ont essayé de prouver que j'étais l'échec qu'ils avaient toujours prédit. Au lieu de cela, ils ont montré le coup du refus de grandir. Alors que leur monde rétrécissait, le mien s'élargissait, prouvant que la détermination couplée aux personnes qui vous élèvent vraiment surpasse le doute à chaque fois.